Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre de SES de Terminal, comment est structurée la société française actuelle. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les théories dites traditionnelles de la structure sociale, notamment celle de Karl Marx qui met au cœur de sa théorie de la structure sociale la notion de classe sociale. Et donc, suivant les analyses de Karl Marx, on a souvent analysé la structure sociale en termes de classe sociale et en termes de division socio-économique. Cependant, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs changements ont lieu qui ont amené des sociologues à dire que la notion de classe sociale n'était plus utile, n'était plus pertinente, n'était plus un outil adapté pour décrire la société française actuelle. Et ce sont ces arguments que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Pour commencer, on va voir les 4 mutations qui ont traversé la structure socio-professionnelle au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Premier changement, le mouvement de salarisation. Les emplois indépendants, c'est-à-dire où on travaille pour soi-même, que ce soit dans l'artisanat, le commerce ou l'agriculture, diminuent au profit des emplois salariés dans le cadre d'un contrat de travail où on travaille pour quelqu'un d'autre. Deuxième changement, qui rejoint finalement un peu le précédent, le mouvement de tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire que la structure économique et notamment les emplois sont avant tout des emplois dans le secteur tertiaire liés aux services, tandis que la part des emplois de l'agriculture et dans une moindre mesure de l'industrie, donc secteur primaire ici et secondaire là, diminue. Troisième changement, l'augmentation du niveau de qualification. On a une population qui est de plus en plus souvent diplômée du supérieur, tandis que la part des personnes sans diplôme diminue. Enfin, quatrième et dernier changement, la féminisation de la population active, qu'on peut voir ici à travers l'augmentation du taux d'activité. C'est-à-dire que parmi l'ensemble des femmes, entre 25 et 49 ans, en tout cas dans ce document, parmi l'ensemble des femmes entre 25 et 49 ans, on voit bien qu'il y en a une part plus importante, aujourd'hui environ 85%, qui font partie de la population active. Alors je rappelle, la population active, ce sont les personnes qui ont un emploi ou qui cherchent un emploi. Les chômeurs et chômeuses sont donc comptés dans la population active, tandis que les étudiants et étudiantes, les personnes à la retraite et les personnes qui restent au foyer ne sont pas comptées dans la population active. Ok, on a tous ces changements, salarisation, tertiarisation, augmentation du niveau de qualification et féminisation. On comprend donc bien qu'aujourd'hui, la structure socio-professionnelle et économique ne ressemble pas à ce qu'on avait au début du XXe siècle ou même au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais quel est le rapport avec la question des classes sociales? En l'occurrence, on va voir ça à travers la présentation de la théorie de la moyennisation qui est portée par Henri Mandras et qui serait un processus qui, selon lui, s'étendrait environ de 65 à 95, donc pour faire simple, des années 60 aux années 80. Avant de présenter le processus de moyennisation, Henri Mandras présente la structure sociale française telle qu'elle existait selon lui jusque dans les années 1960. Donc on a une structure sociale qui serait plutôt pyramidale, avec notamment une opposition fondamentale entre la bourgeoisie et le prolétariat. Donc là on retrouve une importance assez grande des classes sociales et un peu finalement la théorie marxiste. Au sein de chaque classe sociale, que ce soit la bourgeoisie ou le prolétariat, on observe des comportements homogènes, tout le monde a à peu près les mêmes comportements, et ces classes sociales sont distinctes et fermées. C'est-à-dire que les comportements qu'on retrouve dans la bourgeoisie sont fondamentalement différents des comportements qu'on va retrouver dans les classes populaires, la classe ouvrière et le prolétariat, et il est difficile de passer d'une classe à une autre. En réalité, il y a un élément de nuance parce qu'entre cette bourgeoisie et ce prolétariat, vous avez une petite classe moyenne composée par exemple d'artisans, de commerçants, de fonctionnaires, notamment d'instituteurs, ce qui permet un peu de mobilité sociale. On peut sortir de la classe ouvrière en devenant instituteur et rejoindre ainsi cette classe moyenne et éventuellement après rejoindre la bourgeoisie. La classe moyenne permet aussi une circulation des pratiques culturelles puisque la classe moyenne va essayer de reproduire les pratiques culturelles de la bourgeoisie et ensuite la classe ouvrière va pouvoir reproduire les pratiques culturelles de la classe moyenne. Donc on a une diffusion descendante des pratiques culturelles à travers un processus d'imitation à chaque fois des classes qui sont supérieures. Petite interruption très rapide, juste pour vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, merci de l'indiquer en appuyant sur le petit pouce bleu et voire en laissant un commentaire.
Mais tout cela changerait entre les années 60 et 80. La structure sociale pyramidale et fondée sur des classes sociales serait remplacée par une structure sociale sous forme de toupie. Vous voyez bien la forme de la toupie avec une minorité appartenant à l'élite et une minorité de pauvres, mais un gros cœur de la structure sociale qui en gros constituerait une grosse classe moyenne. Et plutôt que de parler de classe sociale, Henri Mandras préfère parler de constellation. Pourquoi? Je vais l'expliquer. On peut ici remarquer qu'en 2015, la majorité des individus soit ne s'identifie à aucune classe sociale, soit s'identifie à la classe moyenne. Autant sur la non-identification à une classe sociale, on n'a pas de changement fondamental depuis les années 60, mais par contre, on voit bien une forte augmentation de l'identification à une classe moyenne, au détriment notamment de l'identification à la classe ouvrière et dans une moindre mesure à la classe bourgeoise. Donc ici, on rejoint un peu cette théorie de aujourd'hui, la société semblerait constituée essentiellement autour d'une grosse classe moyenne avec une baisse de la classe bourgeoise et de la classe ouvrière. Et donc là, la question de l'identification à la classe sociale, elle est importante puisque, on l'a vu avec Marx, dans son approche réaliste, on fait justement attention à ce que pensent les individus et dans quel type de catégorie ils s'identifient et ils se rangent. Tout d'abord, à l'intérieur de chaque constellation, on a une multiplication des facteurs d'individualisation. Au lieu d'avoir à l'intérieur de chaque groupe, comme on avait avec les classes sociales auparavant, des comportements homogènes, tout le monde qui a les mêmes pratiques culturelles, les mêmes comportements, on a au contraire de plus en plus de différences à l'intérieur de chaque groupe. On va donc ici parler d'augmentation des distances intra-classes. Faites bien attention, intra-classe, donc ça signifie à l'intérieur des classes sociales, on a une augmentation des distances et des différences. On peut par exemple citer ici le mouvement de féminisation de la population qui va créer des divisions et qui va aussi rendre plus compliqué le fait de classer un ménage dans la structure sociale uniquement à partir en tout cas de la position du chef de ménage, notamment père de famille. Le processus de moyennisation se caractérise aussi par une diminution des inégalités, notamment les inégalités de revenus entre les différentes catégories socio-professionnelles, mais aussi les inégalités d'éducation avec le mouvement de massification scolaire. Ça, on y reviendra dans le chapitre sur l'école. Cette diminution des inégalités est notamment poussée par des changements qu'on a déjà vus au début de la vidéo. La salarisation, puisque du coup aujourd'hui la majorité des travailleuses et travailleurs est salariée plutôt qu'être indépendant. La tertiarisation, la majorité des travailleuses et travailleurs est dans le secteur tertiaire, dans le secteur des services, plutôt que le secteur primaire ou secondaire, et notamment du coup la baisse du secteur secondaire entraîne le déclin de la classe ouvrière et l'augmentation du niveau de qualification. Donc là on voit bien mouvement de massification scolaire et réduction des inégalités d'éducation. Cette diminution des inégalités, notamment ici les inégalités de revenus, va se refléter dans la diminution des inégalités en matière de taux d'équipement. Le taux d'équipement, pour faire simple, c'est le pourcentage de ménages dans chaque catégorie qui possède soit une voiture, soit un téléphone portable, soit un lave-linge, soit Internet. Et on remarque par exemple qu'en matière de téléphone portable, il y a moins d'un point de pourcentage d'écart entre les cadres supérieurs et les ouvriers. Vous avez même parfois des résultats qui peuvent sembler contre-intuitifs, puisque les cadres supérieurs qui ont donc des revenus plus importants sont moins équipés en termes de voitures que les agriculteurs et artisans, simplement parce que les cadres supérieurs sont plus souvent en milieu urbain avec donc des réseaux de transport en commun, et aussi sur la question de la télévision, où on remarque que le pourcentage de ménages de cadres avec une télévision est plus faible aujourd'hui que le pourcentage de ménages ouvriers avec une télévision. Cette réduction des inégalités va permettre une augmentation de la mobilité sociale. En gros, il est plus facile de changer de position sociale, de par exemple sortir d'une famille d'ouvriers pour rejoindre un milieu de profession intermédiaire, voire de cadre. Enfin, la réduction des inégalités et l'augmentation de la mobilité sociale permettent à certains loisirs de se diffuser dans toute la société. On va pouvoir les retrouver dans toutes les parties de l'espace social par rapport à ce qu'on avait vu dans l'ancienne structure sociale où on avait des loisirs qui étaient très différents dans chaque classe sociale, dans chaque partie de l'espace social. Mandras prend notamment l'exemple du barbecue et du gin qui, à partir de la constellation centrale, vont se diffuser dans l'ensemble de la société. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parle de constellation centrale puisque c'est la constellation qui va jouer un rôle central dans à la fois la mobilité sociale mais aussi la diffusion des loisirs dans toute la société. Et donc on va retrouver des personnes qui portent des jeans, qui font des barbecues
aussi bien dans la constellation populaire que parmi la constellation centrale ou les élites. Ça va peut-être pas être le même type de jean, le même type de barbecue, mais globalement, on va retrouver des points communs dans toutes les parties de l'espace social. Donc si je résume rapidement, on a à la fois une augmentation des distances intraclasses, c'est-à-dire qu'il y a plus de différences à l'intérieur de chaque groupe social, à l'intérieur de chaque classe sociale ou chaque constellation, du fait notamment de la multiplication des facteurs d'individualisation, alors qu'à l'inverse, on a une diminution des distances interclasses, il y a moins de différences entre les différentes classes sociales, entre les différents groupes sociaux, les différentes constellations, parce qu'il y a moins d'inégalités, parce que la mobilité sociale augmente, et parce que les pratiques culturelles se diffusent dans toute la société au lieu d'avoir des pratiques bien différentes d'un groupe social à un autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite donc une bonne journée.